À vous la parole, Ed. Bonjour, merci madame. Vous m'entendez? Oui, on ne te voit pas, mais on te voit pas. D'accord, je vais essayer de rallumer mon caméra. Et là, vous me voyez? D'accord. Merci madame la présidente. Je tiens également à remercier le laboratoire de nous avoir accordé la chance de parler de l'avenir de la démocratie, de l'état de droit en Tunisie dans le cadre de la crise constitutionnelle qui persiste depuis le 25 juillet 2021. Professeur Wahid Felchich a bien défini hier la situation actuelle en Tunisie en tant que moment politico-juridique où nous ne pourrions dissocier le juridique du politique. Et après les différentes interventions de nos éminents professeurs et enseignants, je ne pourrais ajouter grand-chose sur le plan technico-juridique. Permettez-moi alors de ranger ma robe d'avocat pour quelques minutes loin du formalisme des palais de justice et de la méthodologie juridique pour me focaliser davantage sur l'émergence de ce nouvel ordre constitutionnel en Tunisie alimenté par la tentation populiste. Donc après une décennie de transition démocratique ou de démocratisation d'une Tunisie en quête d'un nouvel ordre constitutionnel, nous sommes passés du peuple qui veut la chute du régime, Ash'ab Yurid Isqat Nizam, au peuple qui veut, Ash'ab Yurid. Kais Saïd, le candidat au présidentiel de 2019, avait promis de rendre le pouvoir au peuple, en fondant son discours sur le rejet des élites, et en promettant de répondre aux revendications du peuple restées sans réponse depuis la révolution de 2011. Est-elle une révolution, une révolte ou une explosion révolutionnaire? Infijal Faouri, le juriste que je suis, me rappelle à l'ordre en employant le terme adopté par la Constitution de 2014, toujours en vigueur dès son préambule. Donc, la Constitution, elle emploie le terme la révolution de la liberté et de la dignité, révolution du 17 décembre 2010, 14 janvier 2011. Par ailleurs, Sha'ab Yurid est un mot d'ordre équivoque. Il fédère des segments qui aspirent chacun à quelque chose. Une élite qui milite pour la liberté, des religieux qui œuvrent pour la charia, une classe moyenne qui réclame la protection de son pouvoir d'achat et des jeunes chômeurs diplômés qui demandent du travail. Kais Saïd traduit toutes ces revendications en développant un discours populiste dont les marques distinctives sont la haine viscérale des élites corrompues, l'hostilité affichée au Parlement et aux partis politiques, la détestation des médias aux mains de forces occultes, le souverainisme anti-occidental, le complotisme dirigé contre les traîtres de l'intérieur, qui complotent contre sa personne, la personne du président ou contre l'État, et finalement le rejet du rôle de la société civile financée par des puissances étrangères cherchant la destruction de la Tunisie. Kais Saïd incarne la posture d'un chef du peuple qui veut tout nettoyer, à Tathir, en s'auto-octroyant les pleins pouvoirs. Ainsi, la stagnation économique dans un pays au bord de la faillite et la suspicion à l'égard du politique ont fait de ce populisme un phénomène persistant. Le président de la République a convaincu une bonne partie de l'opinion publique par la portée de son discours populiste. En effet, la colère et la déception à l'encontre des gouvernants politiques en Tunisie, jugés incompétents et corrompus, ont alimenté la tentation populiste représentée par Kais Saïd en tout expliquant par la corruption des élites. D'ailleurs, la caractéristique du populisme tunisien sont l'anti-élitisme, le conservatisme, le nationalisme arabe et la haine de la diversité, du pluralisme, des mondes et des vérités multiples. Il ne sort pas de l'ordinaire. Le populisme est par définition sectaire, identitaire et intolérant. D'ailleurs, nous reconnaissons ce populisme dans le discours du président de la République qui use du contexte politique pour s'adresser directement au peuple sans passer par des corps intermédiaires, en cherchant à modifier la constitution et la mise en place d'un nouvel ordre constitutionnel. Kais Saïd
incarne la trajectoire du populiste dans toutes ses déclinaisons, avec son discours de la rupture pour lutter contre la corruption et pour rendre le pouvoir au peuple. Il a misé sur les frustrations de la population en adoptant un discours opposant traîtres et patriotes, élite et peuple. La démocratie tunisienne, affaiblie dans sa forme institutionnelle, a profité à Kais Saïd qui cherche un système reposant d'un côté sur un pouvoir de plus en plus présidentialiste et de l'autre un type de démocratie plus directe au niveau local, dont les traits sont encore flous et où les acteurs pourraient être impliqués dans certains processus de décision loin de tout recours au corps intermédiaire. Les dérives de la tentation populiste sont connues. Quadrillage autoritaire de la société, dérive autocratique et souverainisme autarcique. Ainsi, les agissements du président de la République tendent vers le rejet du dialogue avec les différents acteurs de la scène politique tunisienne. Il n'a pas donné de suite favorable aux innombrables appels de la centrale syndicale pour l'organisation d'un dialogue national. Il monopolise la parole dans la sphère publique avec la nomination d'une chef de gouvernement qui ne s'exprime presque jamais. Et il s'attaque à tous ses partenaires internationaux qui font part publiquement de leur inquiétude quant à l'évolution de la situation politique en Tunisie. Ils ne sont pas, bien sûr, ce sont les propos de Kais Saïd, ils ne sont pas les maîtres. Il n'est pas l'élève pour subir l'ingérence des puissances étrangères qui nous imposent leur ordre politique international selon ses propos. D'ailleurs, il a convoqué l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, première puissance économique et militaire mondiale, garant de la Tunisie sur les marchés financiers internationaux, pour protester contre la tenue d'une séance au sein du Congrès américain ayant porté sur la situation en Tunisie. Les exemples sont multiples, sans oublier sa dernière déclaration sur les ministres des Affaires étrangères. Nous marquons que populisme et institutions sont a priori contradictoires. En position paradoxale, les institutions dans la conception populiste sont des modalités d'organisation purement techniques, sans valeur politique dans l'organisation de la cité. Elles ne sont que des instruments, elles n'ont pas de signification par elles-mêmes. On observe ainsi des limogeages injustifiés des directeurs généraux, des gouverneurs et des ambassadeurs sans être remplacés. Une vacance du pouvoir à la présidence du gouvernement, noyau de l'administration tunisienne entre juillet et octobre 2021. Des démissions au sein du cabinet présidentiel sans remplacement. On gouverne un pays à partir d'un palais présidentiel où les conseillers se font rares, et des nominations à la tête des gouvernorats et des postes clés au sein de l'État qui ne reflètent pas la tradition bureaucratique tunisienne qui remonte à 1956. Ces pratiques s'inscrivent dans le nouvel ordre constitutionnel que Kais Saïd est en train d'instaurer. Dans ce nouvel ordre constitutionnel, les orientations stratégiques de l'État sont décidées par des consultations populaires par voie électronique, qualifié de référendum électronique par le président et dont le taux de participation n'a pas atteint jusqu'à maintenant les objectifs tracés par les ministères en charge de cette consultation, du fait des ennemis de ce processus qui complotent contre cette mesure inédite, selon le dernier communiqué de la présidence de la République. Également, une feuille de route décidée unilatéralement par le président et annoncé sans concertation avec les différentes parties prenantes, notamment l'instance constitutionnelle en charge de l'organisation des élections. Et il faut noter que cette feuille de route comporte un référendum prévu pour le 25 juillet et des élections législatives pour le 17 décembre. Avec quel texte, quelle instance, nous n'avons pas encore de réponse. On soulève également le gel du Parlement, des solutions de fait. Blocage de l'ELUC, l'instance nationale de lutte contre la corruption, qui n'est plus opérationnelle. La dissolution du Conseil supérieur de la magistrature et un projet de décret-loi des associations liberticides qui a matérialisé les pratiques administratives discrétionnaires limitant la liberté d'association. Je vais emprunter à ce propos le jargon des criminologues en essayant de tracer le modus
operandi du président de la République. Il commence généralement en premier lieu à provoquer l'opinion publique en critiquant les institutions de l'État à l'image de l'ISI ou les corps intermédiaires comme les médias pour publier ensuite des décrets-lois contre lesquels aucun recours juridictionnel n'est possible pour décréter la dissolution d'une institution ou la limitation d'une liberté tout en maintenant en vigueur le chapitre de la Constitution dédié aux droits et libertés. Ainsi, le président de la République essaie de définir un nouvel ordre constitutionnel où les instances indépendantes sont dissoutes et où le régime politique est qualifié par Kais Saied comme présidentiel. Lui-même, qui disait il y a 10 ans, pas loin de la salle des légers et durant les séances de cours de droit constitutionnel, que le régime présidentiel a échoué dans toutes les expériences comparées à l'exception des États-Unis d'Amérique. Mais la Tunisie est désormais l'exception de cette observation qui figure toujours dans ses fascicules de cours. Mais ce régime défendu n'est qu'une présidentialisation de la vie politique avec un pouvoir / autorité judiciaire, parce que jusqu'à maintenant, c'est le débat qui persiste. Le pouvoir judiciaire est-il un pouvoir ou bien une autorité? Donc, cette autorité judiciaire, dans la conception de Kais Saied pour son ordre constitutionnel, est sous l'égide du président de la République, avec un pouvoir législatif où le Parlement pourrait se voir geler ses activités à tout moment par une application contestée d'un article 80 accordant les pleins pouvoirs au président de la République. Dans ce nouvel ordre constitutionnel, les droits acquis ne sont plus garantis. Avec un projet de décret-loi portant conciliation pénale qu'on n'arrive pas encore à cerner les contours et qui est toujours contesté par les magistrats. Et dans le cadre de ce nouvel ordre constitutionnel, on trouve que l'opposition politique n'est plus prise en compte. D'ailleurs, Kais Saied profite de la situation politique où toute la classe politique a été délégitimée pour accélérer la genèse de sa conception du pouvoir. Aucune force politique n'est actuellement en mesure de faire contrepoids au président. La voie est libre pour lui face à une population en état d'ivresse, désespérée et emportée par cette tentation populiste. Le seul remède possible contre ce populisme demeure la situation économique et la pression des partenaires internationaux de la Tunisie pour freiner cette démarche qui a mis entre parenthèses l'œuvre de 10 ans de démocratisation. En guise de conclusion, je dirais que Kais Saied a pris la responsabilité d'interrompre un processus démocratique qui était l'un des seuls héritages positifs de la révolution de 2011. Il est dès lors pleinement comptable de ce qui adviendra pour le meilleur ou pour le pire. Et je me demande vers la fin qui empêcherait un Kais Saied bis ou terre de refaire ce coup de force de l'article 80 à chaque fois où nous sommes en désaccord avec l'ordre constitutionnel en place. Merci pour votre attention. Merci Edem pour cette excellente présentation. Nous sommes tous là pour lutter contre le populisme et le populiste Kais Saied qui a tiré le pays vers le bas. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Obel, Zuhour et Emel